Imagine traverser la place d'Enfer Rochereau un mardi matin. Quelqu'un achète un croissant, un pigeon fait sa vie de pigeon, le métro souffle de l'air chaud depuis les entrailles de la ville et vous n'avez absolument aucune idée que 6 millions de personnes se trouvent juste en dessous de vous en ce moment. Pas au sens figuré, pas dans un passé lointain. Juste ici, sous ce carrefour, sous le café, sous le scooter garé. 6 millions de squelettes disposés en galeries qui s'étendent sur 300 km sous la ville où vous vous tenez. Et avant de descendre, je veux vous parler de ce qui s'est passé ici, à la surface, parce que l'histoire d'en haut est tout aussi étrange que celle des tunnels. Je veux aussi vous parler de l'homme qui a transformé la honte d'une ville en monument et qui a ensuite été puni pour cela. Cette révélation arrive bientôt. Mais d'abord, regardez ce pavillon vert derrière le lion. Ce bâtiment est plus ancien que la Révolution et il a failli ne pas en survivre une. C'est ici, en 1786, que se trouvait la limite de Paris. Pas le centre, la limite, une barrière de douane, l'une des 57 barrières identiques conçues par l'architecte Ledoux qui formait un anneau autour de la ville, et les Parisiens les détestaient absolument. Le mur était là pour percevoir une taxe sur les marchandises entrant dans la ville. Vin, bois de chauffage, bétail. Et quelqu'un, probablement un étudiant, a inventé une rime qui s'est répandue dans toutes les tavernes de la ville. Le murmurant Paris rend Paris murmurant. The wall walling Paris makes Paris murmur. Des charrettes passaient ici à l'aube, les fermiers généraux en perruque poudrée surveillant tout ce qui entrait. 3 ans après la construction de ce bâtiment, la Révolution a éclaté et l'une des premières choses que les foules ont brûlées, ce furent les barrières de péage, presque toutes. Celle-ci a survécu. Elle est toujours là, mais la véritable raison pour laquelle Paris était prête à exploser s'était accumulée pendant des décennies, littéralement sous les rues. Tenez-vous n'importe où sur la rive gauche et comprenez ceci. La ville a été extraite de sous elle-même pendant 6 siècles. Notre-Dame, le Louvre, les murs de l'ancienne université, tout cela a été taillé dans le calcaire, extrait de galeries qui couraient directement sous l'endroit où ces bâtiments se dressent aujourd'hui. La logique médiévale, parfaitement sensée jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus, au milieu du XVIIIe siècle, 300 km de vide creusaient la rive gauche comme un nid d'abeilles, et la ville était structurellement une magnifique catastrophe en attente. En 1774, près d'une rue alors appelée la rue d'Enfer, oui, c'était vraiment son nom, le sol s'est ouvert et a englouti des maisons. Du jour au lendemain, avec des gens à l'intérieur, la réponse de la couronne fut de créer l'inspection générale des carrières, une administration d'ingénieurs des tunnels chargée de cartographier chaque vide et de consolider ce qui pouvait l'être. Leurs cartes sont devenues le relevé souterrain le plus complet de toute ville au monde. Certaines de ces cartes, étrangement, ne sont toujours pas entièrement publiques. La ville savait qu'elle était creuse. La question était « qu'en faire ?» Et puis les cimetières en manquaient de place. Si vous allez aujourd'hui dans le quartier des Halles, animé, bruyant, rempli de boutiques, vous marchez sur l'ancien emplacement du cimetière des Innocents qui accueillait les morts depuis le Xe siècle. Dans les années 1780, il était tellement saturé que les riverains signalaient que la terre poussait à travers les murs des caves. L'odeur, d'après les témoignages de l'époque, était catastrophique. Les tenanciers de tavernes disaient que leur vin tournait. Et puis, en 1786, après de fortes pluies, la cave d'un immeuble voisin aurait été inondée, mais pas par de l'eau. La ville était au courant de la situation depuis des décennies et n'avait rien fait, en partie parce que l'église contrôlait les enterrements et que la question de déplacer des restes consacrés était explosive sur le plan politique. Il a fallu cette horreur précise pour enfin forcer une décision. C'est ainsi qu'a commencé le projet logistique le plus étrange de l'histoire européenne. À partir de novembre 1786, des charrettes recouvertes de draps noirs circulaient dans Paris la nuit, bénies par des prêtres qui les accompagnaient à pied, transportant des ossements depuis les cimetières surchargés jusqu'au réseau de tunnels souterrains. Ce n'était pas une opération unique. Les transferts ont eu lieu jusqu'en 1788, ont repris après la Révolution et se sont poursuivis sous Napoléon. L'ampleur était vertigineuse et largement improvisée. Et voici la partie à laquelle j'avais promis de revenir. Lorsque ces ossements sont arrivés pour la première fois sous terre, ils n'ont pas été disposés avec révérence. Ils étaient déversés, entassés.
L'ossuaire que nous voyons aujourd'hui, avec ses fémurs soigneusement empilés et ses frises décoratives de crâne, n'existait pas encore. Cela est venu plus tard grâce à un homme en particulier, et la raison pour laquelle il a perdu sa place en le faisant est une histoire vraiment étrange. Mais d'abord, que se passait-il dans ces tunnels pendant que les ossements y étaient transférés? Dès les années 1780, le réseau de carrières formait déjà une ville parallèle. Des ouvriers, des étudiants, des contrebandiers et des francs-maçons l'utilisaient depuis des années. Il y avait des salles ornées de fresques sculptées, des caves à vin improvisées, des pièces servant de clubs sociaux souterrains. Des cellules révolutionnaires s'y seraient réunies dans les années précédant 1789. Pendant la Terreur, certaines sources suggèrent que les corps de personnes exécutées à la guillotine ont été transférés dans certaines galeries. Les chiffres exacts font débat, mais les archives historiques reconnaissent que cela s'est produit. Et puis, dans les années 1940, les nazis ont utilisé une partie du réseau de tunnels comme bunker de commandement sous le 6e arrondissement. La résistance française opérait dans un réseau parallèle de passage, parfois à seulement quelques mètres de distance, menant en même temps des opérations totalement distinctes. Ils étaient sous les mêmes rues, séparés par la pierre, sans jamais se croiser. En surface, Paris continuait de se reconstruire au-dessus de tout cela. Puis un homme a tenté de rendre le sous-sol magnifique. Il s'appelait Louis-Étienne Héricard de Thury, nommé inspecteur général des carrières en 1810. Il est entré dans un dépotoir et a décidé d'en faire autre chose. Il a organisé les ossements en arrangements architecturaux, des murs de tibia, des frises de crâne, des colonnes de restes soigneusement empilées et a ajouté des inscriptions latines gravées dans la pierre. Il a créé, en somme, un musée de la mortalité à l'époque romantique. Napoléon l'a autorisé, en partie comme démonstration de santé publique, en partie parce que l'époque trouvait quelque chose de poétiquement utile dans une salle remplie de crânes. C'est devenu à la mode. Il y avait des visites aux chandelles pour l'élite parisienne, puis Héricard de Thury a été révoqué. Les témoignages suggèrent que ses supérieurs étaient mal à l'aise face à l'implication personnelle qu'il y mettait. Il avait transformé un projet sanitaire en un monument portant sa vision esthétique, et cela apparemment a été jugé excessif. L'homme qui a donné leur visage aux catacombes a été écarté de son poste et largement oublié. Juste à l'entrée du couloir, cette inscription « Arrête, c'est ici l'empire de la mort ». C'est de lui. Elle est toujours là. À la surface, le milieu du 19e siècle a vu arriver Haussmann. Les boulevards que vous parcourez aujourd'hui, Saint-Michel, Saint-Germain, larges, rationnels et magnifiques, n'existaient pas. Pour les construire, des quartiers entiers du Moyen-Âge ont été démolis. Des ruelles tortueuses, des hôtels bon marché, des ateliers, des tavernes, des dédales de rues qui existaient depuis avant l'université, disparues. En moins de 20 ans, environ 350 000 personnes ont été déplacées. Ironiquement, les plans des carrières ont été utilisés par les ingénieurs d'Haussmann pour tracer les nouveaux égouts et lignes de métro, faisant passer les infrastructures autour des vides souterrains. La destruction à la surface a été rendue possible par les documents réalisés en dessous, et les cimetières d'origine qui alimentaient les catacombes, les Saints Innocents et d'autres, ont été recouverts et transformés en places et marchés. Aucune plaque. On marche dessus sans le savoir. Voici ce que je trouve vraiment troublant. Sous n'importe quelle bouche d'égout non marquée sur la rive gauche, en ce moment, il y a des gens. Pas des ossements, des gens. Les cataphiles, ces explorateurs urbains qui parcourent tout le réseau illégal, ont documenté des salles que la ville n'a jamais officiellement cartographiées. Graffitis médiévaux, chambres privées de carriers, carrelées et décorées au XVIIIe siècle, comme des espaces personnels. La ville dispose d'une unité de police dédiée, les cataphiles, qui mènent une traque depuis 40 ans sans jamais avoir totalement réussi. Des agents d'entretien ressortent des bouches d'égout et trouvent des bougies encore chaudes, des livres ouverts, des bouteilles de vin et personne aux alentours. Paris possède une seconde ville directement sous ses rues, qui fonctionne entièrement en dehors de son autorité. Ce qui nous ramène ici, à l'entrée touristique, à la place bien entretenue, à la file d'attente pour les billets, à la boutique de souvenirs. Dans les années 70 et 80, de grandes parties de l'ossuaire aménagées par Héricard de Thury ont été scellées, détournées et standardisées pour le tourisme de masse. Certaines galeries qu'il avait conçues, des murs d'ossements, des inscriptions, des mémoriaux sculptés, ont été définitivement fermées.
Des projets d'infrastructure pour le RER ont nécessité le renforcement de certaines sections de tunnels et ce faisant, selon des rapports d'ingénieurs impliqués, certaines salles historiques ont tout simplement été remplies de béton de façon permanente. Aucune documentation publique n'existe sur ce qui a précisément été perdu. Ce qui avait survécu à la Révolution, à la Terreur, à la Commune, à 2 guerres mondiales et à 6 siècles d'exploitation des carrières a été partiellement effacé par un projet de modernisation des transports, non pas dans le drame, mais avec un bon de travail et une pompe à béton. Nous voilà donc de retour à la place d'Enfer Rochereau. Quelqu'un consulte son téléphone au passage piéton. La boulangerie est ouverte. Le lion noir sur son piédestal regarde vers le sud, comme il le fait depuis 1879, et personne ne sait vraiment pourquoi le sculpteur l'a orienté ainsi. Il n'a pas bougé. Sous ce carrefour, sous le café, sous le scooter, le pigeon et la personne avec son téléphone, 6 millions de personnes sont disposées dans l'obscurité, dans des galeries longues de 300 km. Et au-dessus d'eux, une ville qui continue de se construire sans jamais regarder en bas.